Citoyens, citoyennes, et oui, comme le temps passe vite, c'est déjà le 6e épisode de Nos Vies Mobiles. Un jour un peu particulier puisqu'il s'agit tout simplement du dernier épisode en français et en présence d'Éric Charéron. Comment allez-vous, Éric ? Ça va, pas trop triste ? Non, ça va très bien, mais je suis un peu triste de vous quitter, César, c'est sûr. C'était une question quasiment rhétorique. Vous auriez répondu différemment. Vous auriez été très déçu. Ouais, exactement. Avant de nous prêter donc à des adieux larmoyants rythmés par la promesse de se revoir bientôt, on a du pain sur la planche. En effet, après le dernier épisode consacré au Covid et à ses impacts sur la mobilité, nous avons décidé de clôturer cette série de podcasts sur une note pleine d'espoir. Aujourd'hui, nous allons parler du futur des transports et des mobilités et surtout comment les réinventer. Alors attention tout de même, on va être à 80% positif car on est obligé de parler de quelques notions pas très joyeuses et notamment, encore une fois, du Covid-19. Tiens, d'ailleurs, on va commencer par ça, comme ça sera fait, puisque pour aborder le sujet du futur des transports et comment les réinventer, on estime qu'on doit aussi parler d'un aspect important du monde dans lequel nous vivons, celui où fake news et théories complotistes fleurissent et empêchent donc parfois le développement de projets liés à la mobilité en instaurant une sorte de défiance. Éric, on l'a déjà abordé dans l'épisode 5, la polémique qu'il y a eu en France sur le maintien des transports durant la crise sanitaire. Et vous nous répondiez à juste titre que les transports sont un service de première nécessité. Cette polémique est selon vous justement le symbole de ce qu'on pourrait appeler l'ère du clash, une ère qui a des impacts et des conséquences sur les mobilités. Oui, alors c'est un constat que l'on peut faire que depuis quelques années en tout cas, il y a une forme de montée de la radicalisation de l'expression qui arrive à opposer des gens les uns aux autres ou des gens à une institution ou à ce qu'on va appeler, ce qu'un certain nombre de personnes appellent des élites, dont je pourrais faire partie, dont vous pourriez faire partie, parce que journaliste, voilà. Bien sûr, ça peut avoir des éléments sur la mobilité. Alors, soit dans le cadre de l'émergence de nouveaux projets, qui peuvent être contestés quelquefois avec l'utilisation d'arguments plus ou moins honnêtes intellectuellement, ou tout simplement dans le cadre de projets de mobilité qui vont rechercher une meilleure efficacité. Si on veut faire des travaux pour telle ou telle chose, vous allez avoir un certain nombre de personnes qui vont être très opposées, alors que d'autres ne vont pas être favorables aux travaux, vont être favorables en tout cas à ce qu'il va y avoir après les travaux. Donc on est dans une période où il faut en tout cas gérer ça. Et dans la mobilité, on peut aussi craindre, donc je le disais tout à l'heure, qu'il y ait une opposition entre citoyens. Par exemple, on peut le voir dans les villes où les usages de la marche et du vélo se développent, un début de conflit avec des réactions qui peuvent être un peu violentes quelquefois, entre d'une part des piétons et d'autre part des cyclistes qui, non pas s'accusent mutuellement, mais quelque part considère que l'autre ne respecte pas le code de la rue et du bien vivre ensemble. C'est toujours en feu rouge ? Oui. Pourquoi ? Parce que c'est de plus en plus dangereux en fait. Donc c'est plus safe au moins moi de respecter. Parce que de toute façon déjà les piétons eux respectent rien la plupart du temps. Donc même. Vous rigolez parce que je vous dis de mon Hidalgo, expérience. Elle est avec vous. On reste ici 10 minutes et on voit combien de vélos qui s'arrêtent. On les compte et on verra si vous avez raison ou si j'ai Madame raison. aussi les compte. Moi je vous Elle dis les ce compte. que je fais moi, je ne dis pas ce que font les mais autres. Vous êtes un cas exceptionnel. Quand vous parliez justement de cette radicalisation de l'expression, de ces projets, de ces travaux qui parfois peuvent voir leur réalisation compliquée par un certain groupe d'opposants. Moi, je pense par exemple à Notre-Dame-des-Landes, mais plus personnellement, je pourrais donner l'exemple du tramway à Bordeaux et quand ils ont fait les travaux pour prolonger une des lignes du tramway. Je ne prends jamais le tramway, donc je ne pourrais pas vous dire laquelle c'est, qui passait par la rue Fondodège, qui est une rue... La ligne D, cher César. La ligne D, merci beaucoup. Qui va en direction vous êtes des bordelais ? Non. Mais quand ils ont annoncé les travaux pour le tramway dans cette rue Fondodège, tous les habitants ont fait directement une pétition, il y a eu des manifestations, etc. Dans votre travail, celui qui est de faire de la prospective, comment on prend ça en compte ? Alors, il y a plusieurs moyens. La première chose d'abord, c'est d'essayer en amont de travailler les projets en concertant le plus grand nombre de gens, mais il ne s'agit pas de concerter beaucoup de gens. Il s'agit de
concerter des gens très différents les uns des autres pour que les avis soient exprimés, c'est-à-dire en n'oubliant personne. Et c'est là où, par exemple, je considère que faire des concertations sur la base de la constitution de jurys citoyens est sans doute une bonne formule parce qu'on a des gens qui sont réellement tirés au hasard et dans lequel vous allez avoir des gens qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer en temps normal. Et donc, ils vont être obligés un peu de dire des choses qu'on n'a pas nécessairement l'habitude d'entendre. Deuxièmement, à mon avis, ce qui est important, c'est de se dire qu'il faut valider quel est le poids de l'expression qui va être un peu radicale dans la société. C'est-à-dire qu'il y a des fois des propos radicaux qui sont représentatifs ou qui sont pensés par 30-40% des gens. C'est une grosse minorité. On ne peut pas faire avec ça. Il faut forcément qu'on travaille. Et puis il y a d'autres fois, l'expression radicale est vraiment le fruit d'une toute petite minorité qui n'a aucun écho dans l'opinion publique en général. Et donc, il faut avoir conscience de ça. Le troisième point, me semble-t-il, c'est de se dire ne confondons pas radicalisation d'expression et fausse nouvelle. Vous parliez des concertations publiques qui, pour vous, donc, sont essentielles quand on développe un projet. Vous avez un ou deux exemples de concertations publiques que vous connaissez théoriquement ou auxquelles vous avez participé, qui sont bien déroulées, qui ont été positives? Alors, oui, moi je me souviens parce que je l'ai vécu dans ma chair avec le président d'agglomération d'Orléans qui animait des réunions publiques à l'occasion du lancement d'un nouveau réseau et où le partage avait été très bien fait, c'est-à-dire qu'il y avait un animateur modérateur de séance pour que justement l'expression soit apaisée de la part des citoyens, mais qui en même temps jouait le rôle de pic vis-à-vis des politiques ou des techniciens en disant « vous n'avez toujours pas répondu à la personne de madame tout à l'heure qui vous a interpellé là-dessus, quelle est votre réponse ?» Donc quelqu'un qui permettait d'équilibrer un peu les débats, qui permettait à des gens qui avaient l'habitude de parler, de ne pas les faire parler en leur disant « écoutez, je crois, monsieur, que vous êtes un élu, donc vous avez l'occasion de rencontrer la personne qui est sur l'estrade dans d'autres circonstances. Donc laissez la parole à d'autres personnes. » Et globalement, nous avons réussi collectivement à intégrer plus de 70% des demandes exprimées par les citoyens dans cette concertation-là, dans le projet qui a été mis en place. Quand on parle de transport en commun, de la mobilité du futur, on pense tout de suite à l'innovation technologique. De nombreux projets sont en cours. Parmi eux, on peut citer des navettes autonomes, c'est-à-dire sans chauffeur. Il y a une personne à bord, mais qui est seulement là pour informer et renseigner les voyageurs. Mais la conduite se fait de façon entièrement automatique. Des taxis volants ou aquatiques, un téléphérique en région parisienne ou encore des petites capsules sur rail, comme c'est le cas à Strasbourg. Le câble A Téléval est un projet de téléphérique urbain pensé pour relier les quartiers densément peuplés de Villeneuve-Saint-Georges, Limeil-Brévannes, Valenton et Créteil. En seulement 3 ans, le projet Urban Loop a émergé comme une solution possible aux transports urbains, individuels et durables. En 2021, il passe à la vitesse supérieure avec plusieurs capsules qui circuleront sur une boucle de 6 km sur le territoire de Tomblaine pour des essais à taille réelle. Alors je sais que vous n'allez pas parler des nouvelles technologies, on a d'ailleurs déjà abordé le sujet de l'aérotrain qui est tombé à l'eau, je crois que c'était dans l'épisode 1, mais pensez-vous que le futur des transports en commun, de la mobilité, est uniquement lié à l'innovation technologique ? Non, pas entièrement, l'innovation technologique est absolument essentielle, mais je dirais qu'il y a 2 choses. Attention au solutionnisme technologique, c'est-à-dire si on ne tient pas assez compte de la diversité des usages à côté, et attention aussi à l'emballement médiatique. C'est-à-dire que l'emballement médiatique peut faire quelquefois, nous imaginons que telle solution sera là demain ou après-demain, et qu'il faudra en fait beaucoup de temps pour y arriver. Donc ça, c'est un point. Je crois qu'il y a d'autres aspects, en tout cas pour l'avenir de la mobilité, qui est important et qui est innovant. C'est quel est le lien entre l'urbanisme, l'aménagement du territoire et les mobilités. Et là, alors, quel est le lien, justement ? Et là, c'est un enjeu crucial. Parce que prenons le cas d'une mairie qui a été primée d'ailleurs dans la Gazette des communes il y a 3 ou 4 ans de cela, Aulnoy-Aymeries. Aulnoy-Aymeries, c'est une commune d'environ 8000 habitants dans la communauté de Maubeuge-Val-de-Sambre, et dont le maire a souhaité que le centre commercial ne soit pas mis à l'extérieur du centre-ville, n'a pas voulu artificialiser de surface supplémentaire, mais a souhaité qu'au contraire, le centre commercial soit au cœur de la ville pour qu'il soit la locomotive
des commerces traditionnels qui se trouvent dans les rues et a d'ailleurs recouvert une rue qui va de la gare d'ailleurs à son centre commercial pour que ça fasse une vraie galerie marchande mais avec les commerces traditionnels au lieu d'opposer les uns aux autres. De la même manière que des maires se sont battus, alors à Dreux, à Agen, aussi dans cette commune-là, mais à Tarbes, pour que les cinémas soient au centre-ville et non pas en périphérie. Donc là, on voit bien que dans les villes moyennes notamment, ce phénomène de dire on va essayer de concentrer dans des villes de taille moyenne les équipements au centre-ville, ça donne un peu de la centralité et c'est favorable aux solutions, les marches à pied. C'est sûr que demain, dans les petites villes, il faut peut-être se poser la question de comment les antennes de Pôle emploi, comment les laboratoires d'analyse médicale peuvent ne pas être sur une artère dans une zone d'activité commerciale, mais plutôt au centre. Parce que le centre, c'est là où on peut venir à pied facilement. C'est là où on peut venir facilement plutôt que d'être à 2 km côté ouest sur une zone d'activité commerciale. Donc ça, c'est une réflexion. En 40 ans, la France a gagné 16 millions d'habitants, mais perdu près de 3 millions de magasins. Dans le viseur, la périphérie où vivent désormais 2/3 des Français et où les centres commerciaux poussent comme des champignons. C'était beaucoup plus commerçant, plus agréable quand même. Maintenant, ça devient triste. La troisième réflexion d'urbanisme, c'est comment on crée des coutures. Nos villes, elles ont été fractionnées par la politique de zoning, c'est-à-dire, vous savez, vous avez des zones commerciales, des zones d'activité industrielle, et comment on crée de la couture, comment on franchit les périphériques, comment on franchit les zones commerciales. Et ça, j'y crois beaucoup. Regardez, pensons 150 ans en arrière ou 170 ans en arrière. Quand les chemins de fer sont arrivés dans les villes, les lignes de chemin de fer, en fait, ont ceinturé la partie urbanisée. Et les gares, où elles étaient implantées, étaient des vraies barrières. Et aujourd'hui, vous prenez la gare de Nantes qui vient d'être inaugurée, la gare de Rennes qui vient d'être inaugurée, la future gare de la Lyon-Pardieu, c'est en fait des lieux de passage qui créent du lien entre un côté de la ville et de l'autre. Et demain, comment on crée ce lien ? Là où il y a des autoroutes, là où il y a des échangeurs, là où il y a des zones commerciales, comment on urbanise pour que tout ça soit en continuité et tout ça, ce sera favorable à une mobilité vertueuse. Ensuite, dernier point, et je m'arrête, César, c'est promis. Écoutez, il n'y a aucun problème, Eric, on vous écoute. En fait, on ne construit pas assez de logements dans les centres-villes, pour plusieurs raisons. Parce que vous le savez comme moi, depuis 50 ans, il y a de moins en moins de personnes par logement. Il y a beaucoup de personnes qui sont veufs ou veuves, donc qui vivent seules. Il y a moins d'enfants par ménage. Donc globalement, il faut construire beaucoup de logements pour garder le même nombre d'habitants. Et votre ville de Bordeaux, la ville de Lyon n'a pas encore retrouvé, malgré des dizaines de milliers de logements supplémentaires, n'a pas retrouvé son niveau de population de 1968. Donc, beaucoup de gens sont obligés d'aller habiter ailleurs. Quand on va habiter ailleurs, est-ce qu'on répartit les gens dans tout un tas de communes dites périurbaines de 1000, 1500, 2000 habitants ? Ou est-ce qu'on essaye d'inciter globalement à se dire on essaye de regrouper les populations à proximité de bourgs, de centralités, de petites villes dans lesquelles il y a des gares, dans lesquelles il y a des axes routiers ? Parce que, les gens auront un certain nombre d'équipements dans cette petite ville et ne seront pas éparpillés dans tout un tas de petites communes qui développent tout un tas de mobilités qui ne sont pas vertueuses. Oui, ce sont d'autres solutions, d'autres aspects de la réinvention des mobilités. Juste rapidement pour revenir sur le sujet de l'innovation technologique, il y avait une petite question que je voulais vous poser. C'était, moi j'ai l'impression qu'on vit quand même dans une ère où l'innovation technologique est tout et que dès qu'on peut faire quelque chose, on le fait sans vraiment se poser la question de est-ce que c'est pertinent de le faire ? Est-ce que pour vous ça c'est pas un petit problème ? Oh, ça peut l'être un peu. Je souris un peu quand on parle du sans contact, par exemple. Mais que tout doit passer par appli. Je veux dire, quand vous payez en carte bleue, le sans contact, vous n'avez pas forcément... Vous pouvez le faire par votre téléphone, mais vous pouvez aussi le faire très simplement par la carte bleue, qui est un geste naturel utilisé par des dizaines de millions de personnes, donc qui ne demande pas un apprentissage, un matériel spécifique. De la même manière, comme on parlait dans l'épisode 5 du fait, enfin c'est vous qui l'évoquiez, César, qu'il y aurait une demande sur l'hygiène à bord des transports publics, donc il y a des gens qui se méfient des surfaces. Donc
on commence à réfléchir en se disant, sur une application, on pourra bientôt demander l'arrêt pour éviter d'appuyer sur un bouton, etc. Mais en fait, si on réfléchit bien, le sans contact, c'est quoi ? C'est aussi avec la main qui passe devant quelque chose. Quand vous allez dans une station-service sur une autoroute, vous ne chargez pas une application pour faire couler l'eau, pour faire couler le savon et pour faire marcher le sèche-main. Peut-être qu'on peut imaginer beaucoup plus de développer des technologies de cette manière-là qui ne sont pas toutes vues à travers le prisme du digital, mais qui soient accessibles au plus grand nombre en disant je passe ma main comme ça et j'ouvre le local à vélo et j'ouvre la porte et je monte le point d'arrêt, etc. Donc c'est des réflexions de ce type-là. Ensuite, moi je suis un fervent défenseur d'innovation sur des nouveaux modes. Je pense que le métro automatique, à l'époque où il a été créé, il y a peu de gens qui croyaient. Quand il a été mis en place à Lille en 1982, mais ça a été une petite merveille. Dire que le métro automatique qui est maintenant en place à Rennes, puis à Toulouse, puis ensuite où il y a des lignes qui sont automatisées, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un tapis roulant en permanence. C'est-à-dire que, quelle que soit l'heure, vous vous rendez compte, Rennes, qu'on a moqué à une époque, en disant c'est la plus petite ville du monde qui aura un métro automatique. Vous vous rendez compte qu'à Rennes, même le 15 août, même à minuit, vous êtes sûr de ne jamais attendre plus de 4 minutes 40 secondes un métro. Et peut-être que demain, la navette autonome, notamment, dont on parle beaucoup, pourrait être une solution. Alors, il y a plein d'obstacles à lever. C'est plus facile quand c'est sur des voies réservées, parce que naviguer avec des voitures qui ne sont pas connectées, c'est un petit peu difficile encore. Donc là, on voit bien que des solutions de ce type-là aussi sont des choses qui, grâce à l'autonomie, demain, pourront sans doute permettre de faciliter la vie des gens. Mais il faut du temps, il faut apprendre à être patient. Quittons l'aspect technologique et on va parler un petit peu plus de ce qui est lié à votre activité, celui, on va dire, de l'expérience voyageur. On parle beaucoup du MaaS pour Mobility as a Service, comme de la future grande révolution des transports. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est quoi le MaaS ? Oui, on veut dire la mobilité servicielle. Je ne suis pas sûr que ça veut plus dire quelque chose aux gens, mais vous savez, on aime bien quelquefois utiliser des mots. On a des mots de code, des noms de code, et qu'ensuite qu'on met en place dans le grand public sans expliquer aux gens ce que ça veut dire, et tout d'un coup, les gens découvrent qu'il y a ce mot. En fait, la mobilité servicielle, ça peut être une formidable opportunité pour fluidifier l'enchaînement des modes, et on en parlait lors de l'épisode 4, d'un bassin de vie à l'autre. Dire que comment j'enchaîne la voiture, le parc relais, le train, un déplacement piéton, etc. C'est l'outil ultime d'intermodalité, quoi. Voilà, c'est un peu l'outil qui va faciliter l'intermodalité et qui pourrait être le vrai concurrent de la voiture avec le GPS. Parce que les sociologues nous ont dit depuis un certain temps que quand on va d'un territoire à l'autre, ce qui facilite la vie des gens, c'est la voiture avec le GPS. Donc comment on peut créer quelque chose qui effectivement permette aux personnes de pouvoir comprendre comment tout ça s'enchaîne facilement. Toujours sur ce thème de l'expérience voyageur, si on regarde les plans des stations du Grand Paris Express, on remarque que l'information voyageur semble avoir été le facteur le plus important dans l'élaboration de leur design. C'est même leur designer qui l'a dit. Il a dit, j'ai mis, c'est très sobre, c'est très épuré. Il ne voulait pas faire quelque chose d'architecturellement incroyable. Il voulait que ce soit l'information voyageur qui soit au centre du design de ces stations. Est-ce que c'est ça pour vous une autre grande révolution du futur, c'est l'information voyageur? Alors, révolution, je ne sais pas. En tout cas, nous avons intérêt à accélérer le développement de l'information pour qu'elle soit comprise par le plus grand nombre, y compris les gens qui viennent de pays étrangers. Mais parce que c'est un problème aujourd'hui, c'est pas assez clair aujourd'hui. C'est pas assez clair. Il y a même eu, je dirais même qu'il y a même peut-être eu, je vais être un peu provocateur, excusez-moi. Écoutez, on adore ça. Non, mais on adore ça, on va buzzer. Mais je pense même qu'il y a eu un recul quelquefois sur certains points par rapport à avant. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans une gare ou quand vous arrivez dans un arrêt de bus, on ne vous donne plus que le terminus. Mais vous arrivez sur un pôle d'échange, vous descendez d'un train, mais vous ne savez pas, Acacia, qu'est-ce que ça veut dire ? Il est où le centre-ville ? C'est-à-dire qu'avant, vous prenez les bus de Toulouse, de Strasbourg, de Lyon, de la RATP, vous aviez auparavant, sur le côté, une vitrine. C'est-à-dire qu'on se servait du bus comme une vitrine pour dire qu'est-ce que ce bus servait.
ah tiens, il passe l'opéra, peut-être que je pourrais le prendre. Non, maintenant on vous donne le terminus, mais vous savez pas par où il passe. Oui, donc l'information voyageur est indéniablement un sujet sur lequel il faut s'attarder. C'est un sujet clé si on veut faire en sorte que le parcours, en particulier des occasionnels ou des gens, même qui sont réguliers mais qui n'ont pas l'habitude de faire un déplacement, puissent se l'approprier. Ça, c'est clair. Mais oui, mais surtout que moi, je me rappelle de ce que vous m'aviez dit quand on préparait cette émission. Je vous cite, c'est dur de comprendre la mobilité. Mais qu'est-ce qui est compliqué? Là, on parlait de l'information voyageur. Vous avez un autre exemple? Oui, tout à fait. Alors, c'est aussi de l'information voyageur. Mais pourquoi c'est compliqué, la mobilité? Parce qu'à la fois, ça met en jeu à la fois des territoires qui changent, des territoires qu'on ne reconnaît pas vraiment, des territoires sur lesquels on n'a pas vraiment le sens de l'orientation parce qu'on ne sait pas trop si on est arrivé par la gauche ou par la droite, et parce que notre organisation est compliquée. Dire que ce qui nous paraît évident parce que nous sommes des experts, nous, ça nous paraît simple, on n'a plus besoin de communiquer dessus. Or, en fait, ce n'est pas forcément connu par les gens. Je vais vous donner un exemple. En Île-de-France, la région quand même où il y a le plus grand nombre d'utilisateurs du transport public en France. Pas loin de 90% des franciliens utilisent soit Transilien, soit la RATP, soit les autres réseaux au sein d'Île-de-France. Quand vous posez la question de dire donc sur une règle qui n'a pas changé depuis des décennies, depuis 50 ou 60 ans, et que vous demandez avec votre ticket acheté dans le bus, vous pouvez prendre le métro, le tramway en correspondance. Vous avez que 15% des gens qui sont sûrs que c'est faux. C'est-à-dire que vous en avez à peu près autant qui pensent que c'est faux, tous les autres pensent que, si, on a le droit de le faire, et les autres ne savent pas. Donc quelque chose d'assez simple, sur lequel la règle n'a pas changé, vous avez simplement un gros quart des gens qui sont à peu près dans la certitude qu'avec un ticket de bus, on ne peut pas prendre le métro ou le tramway. C'est pour vous dire l'importance, la complexité de notre domaine et l'importance qu'il y a à expliquer, à prendre les gens par la main et à ne jamais se lasser de repartir sur des basiques. Et quid du confort alors dans le confort, c'est un autre élément essentiel. Je pense que c'est la grande révolution qu'il y aura à faire. C'est la prise en compte dans les cheminements de piétons, dans les stations et à bord des véhicules, de l'amélioration du confort des voyageurs et des voyageurs. Et là, c'est par rapport à l'épisode 3 sur les fragilités. Dans une société où les fragilités ne cessent d'augmenter. Eric, c'est la dernière question que j'aurais à vous poser dans cette série de podcasts de Nos Vies Mobiles. C'est sans une certaine émotion, bien sûr. Moi aussi, je suis très ému, César. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos études en cours ou qui sont au programme et qui auront, selon vous, un impact justement sur les transports du futur, sur les mobilités? Alors, je sais que vous êtes quelqu'un de très humble. Vous êtes habité par l'humilité, donc peut-être que vous n'allez pas accepter qu'on dise que ça puisse avoir un impact concret. Mais sur quoi vous travaillez en ce moment et sur quoi allez-vous travailler? Alors, on va essayer de continuer à comprendre un certain nombre de choses. Donc d'abord, on va essayer justement de voir quelle a été la conséquence de la digitalisation à marche forcée qu'il y a eu pendant la crise sanitaire, c'est-à-dire d'essayer de comprendre s'il y a des gens qui ont pu comme ça franchir des caps en termes de maîtrise, ou au contraire des gens qui se sont sentis exclus. C'est-à-dire de savoir si la crise sanitaire a pu les pousser à améliorer leur connaissance du numérique. Leurs compétences, okay. À franchir un pas. Mais quel pas? Jusqu'où? Est-ce que c'est sur les sites? Est-ce que c'est sur des applis? Enfin, de quelle manière ça s'est transformé? Ou est-ce que des gens, au contraire, ont renoncé parce que c'était trop brutal et trop rapide? On va également essayer de travailler sur les désirs d'évasion et de changement de mode de vie, de comprendre un peu ces éléments-là. Et puis, en même temps, on a parlé du télétravail. C'est pas parce que je dis que tout le monde ne peut pas télétravailler que c'est pas un fait marquant de société malgré tout, puisque un quart à 30% des gens peuvent le faire. C'est de voir de quelle manière ça change l'organisation de vie des gens. Non, c'est-à-dire comment vont utiliser ce temps libre de disponible les jours où les gens télétravaillent. Est-ce qu'ils vont plus télétravailler? Est-ce qu'ils vont se déplacer d'une autre manière? S'occuper de leurs enfants pour ceux qui en ont, ou faire des courses, faire du sport, des choses qu'ils ne faisaient peut-être pas auparavant. Donc, essayez de comprendre ces éléments-là pour vous en donner quelques-unes, quoi.
Et voilà, chers auditeurs et auditrices, si le monde dans lequel on vit peut parfois sembler âpre, difficile, sachez que le futur de la mobilité est en train d'être pensé et qu'il semble se dessiner sous de très belles auspices. En tout cas, beaucoup de gens y travaillent et je suis ravi d'en avoir eu un à mes côtés durant ces 6 épisodes. Éric Charéron, je ne vous remercierai jamais assez pour tout le boulot abattu afin de faire en sorte que ce podcast soit pertinent et technique tout en restant accessible. Je révèle d'ailleurs un petit secret de Polichinelle. Éric était plutôt stressé et pas très à l'aise à l'idée de se retrouver devant un micro. Je suis donc encore plus admiratif car de mon point de vue, vous avez été absolument parfait. Un infini merci à vous, vous allez beaucoup me manquer, Éric. Merci César, merci à chacun. Ce fut un plaisir de participer à ces émissions-là. Eh bien, très bientôt. En tout cas, attention, chers auditeurs, Éric s'en va, certes, mais il continue de travailler d'arrache-pied. Alors, je ne vous conseillerai jamais assez de garder un œil sur ses études pour Kéoscopie, l'Observatoire des mobilités de Keolis. Nous, chers auditeurs, on se retrouve très vite pour 2 épisodes bonus de Nos Vies Mobiles, cette fois-ci en anglais et en présence d'autres invités. Alors, restez connectés. En attendant, je vous souhaite un excellent voyage. À très bientôt.